Je me rappelle qu'elle m'a giflé en me disant « Tu vois, tu devrais faire ça à chaque fois. » Danser à l'Opéra de Paris. C'est un rêve que j'avais quand j'étais petite. Mais alors, que se passe-t-il quand on atteint ce rêve ? Je panique, je danse mal et là j'apprends que je suis renvoyée. Et est-il aussi doré qu'on l'imagine ? Et en fait, il s'avère que c'est pas du tout ça, Danseuse étoile en fait. Victoria d'Auberville, mon invitée de cette semaine, l'a réalisé. À 8 ans, elle débarque à l'opéra et découvre un monde de rigueur, d'apprentissage et de passion, mais aussi de compétition et de jugement permanent. Bête, Victoria, elle est bête, elle retient rien, et vraiment. Comment réussir à garder la motivation malgré les doutes ? Mais j'avais toujours quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait « Ouais, mais t'as un truc, tu vois. » Comment faire de sa différence une force ? Bon je suis grande, alors qu'est-ce que je vais faire de ça, tu vois ? Comment réinventer le système plutôt que de s'adapter à lui ? Je travaillais toute ma vie mon corps, aujourd'hui ça va me servir à exaucer mes rêves. C'est tout ce que nous partage Victoria dans ce nouvel épisode d'InPower. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre enfant elle soit heureuse. Si c'est la danse, ça sera la danse et on verra. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Victoria d'Auberville. Bonjour Victoria. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower, je suis très contente de te recevoir. Je suis contente parce qu'en plus je sais des choses sur toi, mais pas du tout toute ton histoire. Et j'ai exprès très peu recherché au final ton parcours pour que tu nous le livres. Mais avant tout ça, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Bien sûr. Alors bonjour, je m'appelle Victoria d'Auberville, j'ai 26 ans, je viens de Paris, je suis née à Chambray-les-Tours. C'est où ? Chambray-les-Tours, c'est en Touraine. Ok. Je suis danseuse, chorégraphe, entrepreneuse et je partage beaucoup de mes créations via les réseaux sociaux. Tu vas nous en dire plus, tu es la deuxième, je crois que tu es la deuxième danseuse de l'opéra que je reçois, vu qu'au tout début, mais je crois qu'on s'en était parlé, j'avais reçu Amélie Johannides. Ouais. Et puis ensuite j'ai eu Julie Granger, mais qui n'était pas à l'opéra. Bon, ce que je trouve assez fascinant avec les danseurs de l'opéra, c'est que c'est des personnes qui, très tôt, ont su ce qu'ils voulaient faire et s'y sont tenus. Et je me suis toujours demandé, est-ce que, en fait, peut-être que le fait qu'ils aient toujours rêvé à ça font qu'ils ne remettent même pas en question leurs rêves, tu vois, arriver à 18 ans, par exemple, ou est-ce qu'en fait, peut-être certains se forcent à rester parce que, en fait, c'est tellement de sacrifices durant l'enfance que c'est un peu difficile de dire, finalement, j'ai envie d'autre chose. Bon, on va parler de tout ça, mais toi, quand est-ce que tu réalises que tu veux faire de la danse ton métier ? Alors pour moi, ça commence à l'âge de 5 ans, vraiment. Donc, je te la fais très courte, mais j'ai commencé par le tennis. Et je me retrouve face à un prof qui n'a pas du tout l'envie et le temps de réellement m'apprendre à faire du tennis. Et comme je suis ambidextre, en fait, je change la raquette tout le temps et je ne fais que des coups droits. Donc ça énerve tout le monde. Ma mère entend parler de tout ça. Elle voit que je suis désespérée parce que je m'en sors pas du tout. Donc elle me dit, si tu veux, on peut aller dans un petit cours de ballet ensemble. Tu vois si ça te plaît, tu fais ta première expérience et on verra. Et donc j'arrive à mon premier petit cours. Donc à l'époque, je vivais sur Chambray-les-Tours, à Chambray. Et je vois qu'en fait, j'adore ça. Alors au début, c'est plus l'aspect être avec les copines et avoir, tu vois, le petit tutu rose, la petite tunique avec la jupette. Et voilà, il y a la musique aussi, parce que j'adore la musique. Donc tout de suite, ça me touche. Et ensuite, la passion, vraiment, elle est venue le jour de ma première scène. Et ma première scène, elle se fait à 6 ans pour le spectacle, parce que chaque année, tu as des spectacles. Et je fais un bonbon dans Casse-Noisette. Et là, je me dis, c'est le truc de ma vie, quoi. Je me dis, c'est dingue, les gens me regardent, il y a de la musique, je danse, et je suis avec mes copines. Et là, la passion commence, où je me dis, je veux faire ça de ma vie. C'est hyper tôt, c'est hyper jeune. Tu te souviens à 6 ans de ce sentiment, ou on te le raconte ? En fait, je me rappelle très bien parce que je me sens submergée d'émotions. Tu vois, et c'est ça, je trouve, qui te fait comprendre que c'est ça qui est là pour toi et que tu vois, tu vas toucher à ça. Je me rends évidemment pas compte de tout ce que ça comprend. Et ça, tu le découvres après. Mais je me dis juste, la scène, c'est extraordinaire, ça me transporte. Et aujourd'hui, je me vois, à 6 ans, je me voyais pas faire autre chose que ça. Donc, c'est fou comme je trouve, il y a quand même une part de d'inné
on va dire, par rapport à ça, parce que je pense qu'il y en a à 6 ans, leur pire cauchemar, ce serait d'être sur scène, Bien sûr. d'être regardé par tout le monde, et il y en a qui, au contraire, goûtent à la scène, et c'est d'ailleurs, que ce soit dans la danse, dans la musique, dans le théâtre, en fait, t'en as beaucoup qui parlent de ce que tu décris, quoi, cette espèce d'adrénaline ou de sensations qui sont exacerbées une fois que t'es sur scène, et qu'après, tu vas essayer d'aller rechercher, quoi. Complètement. Et donc, quand est-ce que tu arrives à Paris ? Est-ce que vous déménagez à Paris pour la danse ? Non, pas vraiment. En fait, mes parents décident d'être psychothérapeutes sur Paris. Donc, on part. Je me rappelle qu'en plus, pour moi, c'est très compliqué de partir. On vivait à la campagne, donc de me retrouver à la ville, ça a vraiment été assez dur. Je me retrouve, du coup, à vivre à Paris. Il faut trouver une nouvelle école de danse. Et Dieu merci, en fait, on m'inscrit au conservatoire du 7e et je rencontre des profs merveilleux qui sont géniaux, qui ont envie, tu vois, de donner. Et voilà, et en fait, dès 6 ans et demi, ils voient que j'ai du potentiel. Moi, je comprends pas trop ce que ça veut dire. On me dit juste, ce que tu fais, grosso modo, c'est pas mal. Donc, je suis heureuse de savoir que c'est pas mal ce que je fais. Et de là, on commence en fait à parler à mes parents en disant, voilà, on voit que Victoria, elle aime danser, elle aime travailler aussi, et elle en a envie. Est-ce que elle peut envisager, et vous aussi, parce qu'il faut que les parents, évidemment, soient là, et on en parlera après, mais c'est un soutien énorme venant des parents. Et donc, est-ce que l'opéra peut être une idée de carrière pour Victoria, ou en tout cas d'y intégrer dès l'année prochaine. Donc on ne sait pas vraiment de quoi on nous parle. On comprend en fait que avant de présenter l'opéra, il faut avoir un professeur particulier. Et il y en a un en particulier qui forme extrêmement bien tous les danseurs et qui a presque un taux à 99% de réussite sur tous les enfants, tu vois, qui rentrent à l'opéra. Donc évidemment, on se dit, on va la rencontrer, etc. Et c'est là où j'ai reçu ma première gifle, parce que ce professeur en question, évidemment, me poussait toujours beaucoup. Et la fois où j'ai très bien réussi et exécuté un mouvement, je me rappelle qu'elle m'a giflé en me disant, tu vois, tu devrais faire ça à chaque fois. Et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est un métier qui est très particulier. Je me rappelle qu'en plus, ma mère était au-dessus, il y avait une mezzanine au-dessus de la classe de danse et ma mère l'a vue. Et je me rappelle du regard de ma mère qui m'a regardée en mode, c'est fini, plus jamais. Donc ça a été un peu, tu vois, plein d'émotions, parce qu'à la fois je me disais, mais ce métier est magnifique et tout, mais je tombe, tu vois, sur une personne qui a des méthodes, pas forcément hyper bienveillantes, quoi. Complètement, et je vois dans le regard de ma mère que déjà je verrai plus jamais cette coach, et que la danse, on va en discuter. Donc on rediscute de ça, et c'est là où en fait mes parents, ce que je trouve très important, en fait, commencent à me dire, voilà, on se rend compte de ce que représente ce métier. Aujourd'hui, il faut faire attention à ton rapport avec les coachs, et Dieu sait qu'on en parle beaucoup, et voilà, et te protéger, et savoir que si ça ne doit plus jamais arriver, et que s'il y a des moments où les frontières sont franchies, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Là, t'as 7 ans, c'est ça ? Ouais. J'ai 7 ans. Mais déjà, je sais pas si c'est parce qu'ils sont psy, tu vois, et tu pourras nous dire comment toi tu l'as ressenti. T'es fait unique ou pas ? Non, j'ai un grand frère. Ok. Ouais. Mais ne serait-ce que de considérer autant, en fait, les souhaits d'une enfant de 6-7 ans, moi je trouve ça admirable. Je suis d'accord. Parce que, en fait, souvent à 6 ans, les parents vont te dire non, mais c'est une passade. Ça va passer. Voilà, c'est pas encore ce qu'elle veut. Et ils ont vraiment le mérite de considérer, en fait, là, ta passion à un moment T, pas en se disant oui, mais dans 20 ans, qu'est-ce qu'elle fera ? Non, c'est là, elle aime ça, et on va explorer la voie qui peut lui permettre de poursuivre son rêve. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avant là, tout ce que je te raconte, tous les soirs, je mettais la musique à fond dans le salon et je faisais 2 heures de chorégraphie de danse. Et c'était sur toutes les musiques possibles. Donc, si tu veux, je pense que déjà dès le début, mes parents se sont dit « Wow,
La gamine, elle danse tous les soirs comme une folle. Elle est là à regarder tous les films de ballet. Elle ne parle que de ça. Tu sens que je n'ai qu'une envie, c'est de faire ça. Alors ça, je m'en rappelle pas, mais évidemment, je me rappelle, tu vois, tout le temps être dans la création, de me dire, tiens, j'ai envie de faire une maison de Cendrillon et Cendrillon qui s'élèvent et qui dansent. Tu vois, je me crée vraiment des grands trips. Et voilà, je pense que mes parents l'ont vu, ils se sont dit, de toute manière, nous, ce qu'on veut, c'est que notre enfant, elle soit heureuse. Si c'est la danse, eh ben, ça sera la danse et on verra. Donc, je pense que ça a été finalement le meilleur des accompagnements. C'est juste de se dire, je veux que mon enfant, il soit heureux. Et dont, justement, cette histoire de claque, je pense que ma mère, elle s'est dit, mais moi, je voulais juste que ma fille, elle soit heureuse. Il était hors de question qu'il y ait une claque prévue dans le parcours. Ouais, c'est clair. Mais voilà, après, évidemment, je présente l'opéra et je suis intégrée. Donc, c'est assez intéressant parce que tu n'es pas au courant tant que tu ne le vis pas. Quand tu fais une audition, surtout pour les enfants qui ont entre 8 et 12 ans, tu te rends compte qu'il y a tous les parents derrière. Donc, l'école de danse de l'opéra se situe à Nanterre. Tu dois venir à Nanterre le matin. Tu as 2 étapes. La première, elle est physique, où on regarde ton corps, comment tu es fait. Et la deuxième, c'est technique. C'est pour voir comment tu exécutes les mouvements et si tu as aussi la mémoire pour t'en rappeler et les exécuter sans te tromper. Ce qui est très, très dur. Je me rappelle, moi, c'était vraiment un des trucs les plus durs, c'était me rappeler de ce qu'on me montrait. Mais la technique était là. Et donc, j'arrive dans ce lieu à nénette, parce que c'est les jours, tu sais, il y a un jour pour les filles et un jour pour les garçons. Donc, on n'est pas mélangés. Et je vois toutes ces mamans avec toutes les filles, tu sais, en train de leur tirer les cheveux et de tirer, tu sais, avec la brosse, la queue de cheval pour qu'elle soit bien parfaite et bien serrée. C'est un concours de mini aux États-Unis, tu sais. Mais j'ai gardé la queue de cheval bien serrée, mais c'est aussi un truc qui me plaît et c'est ma signature. Mais je me rappelle de voir, tu vois, les chignons les plus hauts possibles, les plus plats, tu vois, donc tu tapais avec une petite brosse pour qu'ils soient bien plats et après, on te mettait les pinces, tu vois, ce qui n'était pas hyper agréable. Ouais. Et donc, je rentre là-dedans et je me dis, waouh, on est nombreuses quoi, à se présenter, et c'est un vrai truc. Donc, je fais mon audition, je suis évidemment hyper stressée parce que je ne l'ai jamais vécu, tu vois, et tu sais que tu vas être jugée. Donc, je fais la première audition, le premier passage où on te parle du physique. Voilà, j'apprends que tout va bien et que je passe tout de suite la deuxième épreuve. Et quels sont les critères physiques? Ça m'intéresse. Alors, moi, c'est hyper intéressant. Ouais. Alors, on demande à ce que l'enfant ne soit ni trop petit ni trop grand, qu'il soit bien proportionné. Donc, un enfant avec des petites jambes, ça va pas trop fonctionner. On demande à avoir à peu près un buste très légèrement plus petit que les jambes. Et surtout, on regarde la taille que va faire l'enfant plus tard. Donc, on regarde souvent sur les tibias, la taille des tibias. Et moi, je me rappelle, je suis arrivée avec des tibias immenses. Donc, tout de suite, ils m'ont dit « Ah, elle va être grande, attention ». Donc, oui, parce qu'il ne faut pas être trop grande. Ah, faut pas être trop grande. Sinon, c'est pas marrant. Faut pas être trop grande. Ouais. Et donc, voilà, on regarde à peu près tout ça. Évidemment, le pied. C'est très important d'avoir une cambrure de pied parce que, voilà, après, plus tard, on est amené à faire les pointes. Et si l'enfant, les pieds plats, ça peut être un vrai danger pour lui. Donc voilà un peu tous les critères. Et voilà, un enfant aussi qui a l'air en bonne santé aussi, tout simplement. C'est très touchy, entre guillemets, parce que en fait, j'entends, moi, qu'il y ait des critères, notamment, tu vois, qu'il n'y ait pas de danger pour la personne qui dansera par la suite, qu'il y ait des critères assez objectifs dans certains sports. C'est normal. Et en fait, où se situe la barrière entre ce qui est objectif et ce qui est subjectif? Ouais. C'est là où je me demande, tu vois, les ballerines doivent être plus légères pour être portées. Est-ce que c'est une raison pour que une grande partie d'entre elles soient victimes de troubles alimentaires? Je ne sais pas, tu vois. Bien sûr. Et en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que la frontière, elle est très fine. Exactement. Et tu nous diras, voilà, à quel point aussi,
encourage à dépasser, à franchir cette limite, tu vois. Alors je me souviens de Black Swan, un film qui m'a traumatisée, bien faut sûr, le dire. bien sûr. Je suis, voilà, là pour le coup, pour les films, je suis sensible. Mais à la fois, il y a une part de vrai et il y a une part aussi, évidemment, c'est un film quoi. Ça reste, tu vois, un peu de la science-fiction. De mémoire, pour le corps, justement, elle avait ce truc où elle essayait de s'agrandir. Je sais plus. Elle se flexait aussi le plus possible les pieds. Enfin, en fait, t'as l'impression que, en fait, il défie je pense que le corps humain. Quand tu es dans un métier de sport, peu importe lequel, tu as envie de modeler ton corps à l'image de ce que tu as envie de devenir. Et moi, je me rappelle que petite, j'avais la chance d'avoir un coup de pied assez important. Donc, le coup de pied, c'est la pointe. Et de me dire, mais j'ai envie qu'il le soit encore plus. Et ma méthode à l'époque... Mais c'est pas un truc qu'on m'avait dit, ça venait, tu vois, de moi-même, où je me suis dit, en fait, si je mets mon pied dans le coin du canapé, donc l'espace entre le canapé et le sol, mon pied, et à l'époque, t'es un enfant, donc tu es mou, tu vois ce que je veux dire, j'avais aucune douleur à faire ça, je mettais mon pied sous le canapé, j'appelais mon père, je disais, papa, viens t'asseoir, et je sentais que ça me forçait, sauf que je ne sentais absolument rien. Et aujourd'hui, je serais incapable de faire ça et ça me casserait les os. Mais à l'époque, j'étais totalement modelable. Pareil, en souplesse, je prenais des élastiques, je mettais une jambe, une autre jambe, on tirait et je restais, je m'endormais comme ça. Et évidemment, le matin, j'hurlais « Maman, pitié, décroche-moi, je suis devenue trop molle ». Tu vois, parce que petit, justement, tu as le potentiel de construire tout ça. Voilà, après je pense que le ballet n'est pas du tout quelque chose de naturel pour le corps. Ça, c'est une évidence. Et voilà, après, on se construit aussi en faisant aussi attention à son corps. Enfin, moi, je me suis toujours dit que je voulais placer très tôt des limites dans ma vie en tant que ballerine. C'était je ne veux pas avoir de troubles alimentaires et je ne veux pas tomber là-dedans. Surtout que j'avais des parents derrière qui me disaient « Tu loupes un repas ». Il n'y a pas de danse, c'est aussi simple que ça. Et ça m'est vraiment resté dans la tête. Je me suis dit, j'ai besoin de carburant. La seule façon, en fait, de modeler mon corps, ça sera par le travail. Ça ne sera pas par le fait de ne pas m'alimenter. Si j'ai envie, tu vois, que mes bras prennent une forme particulière, tu vois, je peux très bien faire un bras comme ça et juste l'allonger un peu plus, ce qui va faire travailler, tu vois, toute la partie ici, l'allonger. C'est par de l'allongement, tu vois. Après, évidemment, ça dépend de chacun. Et c'est là où, en fait, l'opéra va choisir des enfants qui sont fins pour que plus tard, ils ne se retrouvent pas à être en danger là-dedans. Je vois ce que tu veux dire. Mais évidemment, on ne sait jamais comment chacun grandit. Ouais. Et puis bon, alors ça, c'est vrai que, comme tu l'as dit, je pense que l'entourage compte énormément. D'avoir des parents psy qui savent les effets des troubles alimentaires sur le mental, quoi. Ça a été, à mon avis, aussi d'une grande aide. Mais... Tu vois, je me demande si ça suffit de se dire je ne veux pas avoir des troubles alimentaires, donc j'en aurai pas. Bien sûr. Non, toi, t'as jamais été sujette à... Moi, si tu vois, veux... même l'orthorexique, qui est un trouble qui commence à être de plus en plus connu, qui est un peu de contrôler tout ce que on mange, contrôler tout le sport qu'on fait pour essayer d'atteindre une forme de perfection. Je crois qu'à l'époque... Comme déjà, on était... Enfin, là, je te parle vraiment de quand j'étais petite, donc ça se joue à entre 8 et 9 ans. C'est pas encore un gros sujet parce que ton corps est encore baby, un peu bébé. Donc, j'ai pas de poitrine à ce moment-là, je me rends pas compte, à part, tu vois, les moments où on dit « rentre ton ventre », mais en fait, rentre ton ventre, ça veut dire aussi « prends ta posture », tu vois, de ballerine, quand tu es en entraînement. J'ai pas eu, tu vois, ce moment où je me suis dit, bah tiens, je vais commencer à vouloir changer mon image et à travailler sur mon corps en arrêtant de manger. Moi, je me rappelle de vraiment manger un paquet de bonbons par jour et de ne penser qu'à ça, tu vois. C'est de me dire, je fais mon cours, après, je vais chercher mon paquet de bonbons et je suis tranquille. Et mon panini, et tu vois, tout ce qui va avec, le Nutella et compagnie. Voilà, après, évidemment, plus on grandit, plus, tu vois, moi, à 12 ans, j'ai commencé à avoir de la poitrine et pas les autres. Et je faisais 10 cm de plus. En fait, j'ai fait ma poussée de croissance à l'âge de 12 ans. Donc, je me retrouve à faire 1m70, ce qui est grand. Ouais. Avec les pointes, tu comptes à peu près 7 cm de plus. Donc, je suis la géante, concrètement. Et c'est là où je me dis, tiens, j'ai de la poitrine. Tiens, y en a qui sont quand même plus fines que moi, qui ont surtout... Moi, j'ai fait un petit peu de natation et j'adorais ça. Donc, ça va développer très rapidement mes épaules. Et je voyais que j'étais un peu la grande à épaules et à néné, tu vois.
Donc à l'époque, je me rappelle, ce moment-là était un peu compliqué. Et en fait, je me disais pas que c'était par l'alimentation que ça allait changer, mais plus, tu vois, je mettais des brassières pour que ça écrase un petit peu, tu vois, pour que ça se voit moins. Et je me disais, de toute manière, je faisais à l'opéra presque entre 4 et 6 heures de danse par jour, tu vois. Où était vraiment le moment déjà où déjà t'as pas le temps de grignoter, ça c'est clair et net. T'as ton déjeuner, ton goûter et ton dîner, avec le petit déjeuner du matin. Mais je voyais pas comment, en fait, j'allais ne pas pouvoir manger, sachant que ça me demandait une énergie folle, tu vois. Mais pourtant, c'est ce que certaines font. Bien sûr, mais c'est une question mentale. Comment elles font C'est du mental. Ouais. Il y en a qui ont le mental pour tenir sans manger. Et moi, je l'avais pas. Et tu sais qu'une fois, je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien, tu vois, louper peut-être le dîner. Demain, peut-être mon ventre, il serait plus plat, pardon. Mais laisse tomber, dans la nuit, il fallait que je mange des brownies, quoi. J'avais trop faim. Donc voilà. Ouais, t'as toujours réussi à écouter ton corps. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que j'étais pas dans un rapport d'autodestruction avec mon corps. Je me disais, tiens, depuis petite, j'ai du potentiel dans ce métier, physique aussi. Je peux pas le cramer, tu vois, en arrêtant de manger, en commençant à plus tenir sur mes pieds, en me blessant, parce que ça, on le sait bien, ça nous pend au-dessus de la tête. C'est si tu t'alimentes pas, tu peux le blesser très facilement. Si tu manques de sommeil, tu peux te blesser très facilement. La blessure, pour moi, c'est ma pire hantise. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours fait gaffe et je ne veux pas me blesser. Et je veux vraiment être... Après, il y a le côté aléatoire et ça peut arriver. Et je me suis déjà tordu la cheville. Mais la grosse blessure, hein, ça nous pend au-dessus voilà, de notre carrière. Et j'avais pas envie que ça arrive. Et je savais très bien que je voyais des copines qui mangeaient rien. Et c'était tendinite, c'était le pied, ça allait pas bien. Il y avait toujours un problème. Donc voilà. Voilà. Donc t'as toujours senti que te nourrir, c'était au contraire un cadeau que tu faisais à ton corps et pas, exactement. Et pas un obstacle. Ça, c'est hyper puissant. J'ai toujours eu tendance, tu vois, à suivre ce que je ressentais. J'avais faim, je mangeais. J'avais pas faim, je mangeais pas. Et il y a des trucs que je détestais manger et des choses que j'adorais manger, et voilà. Et les profs, ils vous aient pas... parce que le rôle, parfois, d'une simple parole peut être vraiment très violente. Et je me demande si ça a changé, ça, vu que, mine de rien, c'était il y a pas si longtemps hein, que tu y étais. Complètement. Est-ce que y a encore cette célébration de la minceur, en fait, de la minceur, mais même de la restriction, parce que comme je le dis dans mon livre, en fait, c'est pour les femmes, c'est presque plus le fait qu'elles se plient aux règles qu'on va célébrer, qui va être loué par la société, que le fait qu'elle ne mange pas, bien sûr, que le fait qu'elle soit mince en fait. C'est plus le fait de suivre, d'obéir à des dictates et de en fait nous-mêmes nous y complaire qui va être célébré. Et parfois je trouve qu'il y a une espèce d'encouragement à s'imposer des règles pour qu'on renvoie une certaine image de nous-mêmes et comme tu le disais d'ailleurs de notre mental, de notre volonté. Ouais, c'est du cas par cas parce que ça dépend de chacune. J'ai toujours eu une physionomie mince, donc j'ai jamais eu le droit à la réflexion. En revanche, moi, la réflexion, c'était t'es grande. C'était tout le temps t'es grande, t'es grande, t'es grande. Quand on est en ligne, parce qu'il faut savoir que aussi il faut pouvoir rentrer au début dans le corps de ballet. Le corps de ballet, il faut la même taille. Et tu vois, le but, c'est pas que t'en aies une qui attire plus l'œil. Ça doit se fondre dans le décor. C'est ça aussi un peu la magie de l'opéra et du ballet. C'est que tout doit être harmonieux. Et moi, on me disait, bah toi, t'es pas la fille qui contribue au fait que ça soit harmonieux, t'es grande. Et j'avais 12 ans. Donc moi, j'étais plus omnibulée par le fait que j'étais grande. Mais à la fois, c'est ce que je voulais. Tu vois, je me rappelle, quand j'étais petite, me dire, j'aimerais bien être grande. Et alors que ma maman est petite, tu vois, et que mon père fait 1m80, ce qui n'est pas non plus gigantesque. Et voilà, juste, c'est venu, j'étais grande et c'était comme ça. Et de toute manière, là, je ne pouvais rien faire. Tu vois, il n'y avait pas ce truc ça se contrôle pas par je ne pouvais pas arrêter de manger, j'allais ouais. sûrement continuer peut-être à grandir, tu vois. Donc, moi, j'étais plus dans ce côté, je suis grande, alors qu'est-ce que je vais faire de ça, tu vois. Est-ce que j'en fais, j'en fais quelque chose qui me rend triste et je me dis, c'est comme ça. Ou juste, je me dis, tiens, je vais en faire une force. Si je suis grande, ça veut dire qu'en scène, on me verra un peu plus, que mes bras ils sont plus grands et que mes jambes elles sont plus grandes. Donc qu'est-ce que je vais faire de ça ? Et en plus, quand t'es grand, surtout petit, t'as un aspect un peu Bambi.
Donc, tu vois, quand tu fais les pas, on se dit, grande jambe, tu vois. Et t'as pas de muscles. Tes muscles, à toi, ils mettent plus de temps à venir que les autres. Donc, t'as cet aspect un peu Bambi où je me disais, OK, il faut créer du muscle. Je me suis mis très tôt, tu vois, à faire du pilates et tout ce qui était renforcement. Parce que je me disais, moi, je tiens vraiment moins bien sur mes jambes que les autres, tu vois. Et ma qualité, surtout dans le ballet, dès 12 ans, c'était de faire beaucoup de pirouettes. Donc moi, j'adorais tourner. Je me disais, tiens, en fait, quand je tourne, t'as pas le temps, en fait, de voir que je suis grande. Tu vois. Donc c'était drôle et c'est devenu un peu ma principale qualité en tant que ballerine. Mais voilà, moi, j'étais plus sur le côté, on me dit que je suis grande, donc il faut que je travaille plus parce que j'ai un peu un aspect Bambi. Moi-même, je le vois sur mes vidéos. Après, j'ai eu beaucoup de profs qui me disaient, comme j'avais beaucoup de mal à apprendre les chorégraphies, que j'étais bête. Bête. Victoria, elle est bête, elle retient rien. Et vraiment, tu vois, le professeur pouvait me montrer 5 fois la chorégraphie et j'étais paumée. Je me rappelais plus du début. Et je pense que c'était parce que j'étais impressionnée. Je manquais de confiance en moi. Et c'est là où, en fait, on s'est rendu compte que j'étais dyslexique. Et ça m'a un peu ouvert les yeux en me disant... Bah tiens, qu'est-ce que c'est être dyslexique ? Est-ce que j'ai des gens dans mon entourage qui sont dyslexiques ? Donc là, je commençais à apprendre que Patrick Dupont est dyslexique, qu'il y a plein de stars de la danse qui sont dyslexiques. Donc je me dis, ok, au contraire, c'est un truc qui va me donner, tu vois, un côté un peu à la mode aussi. Et voilà, il a fallu un peu le combattre, le fait que toutes les nanas apprenaient la choré par cœur et que moi, Victoria n'était pas choisie parce qu'elle ne connaissait pas les exercices. Et voilà, ça a été très dur pour moi petite et je me rappelle même à l'école, mais c'était la catastrophe. Je me rappelle, ma mère essayait toutes les techniques possibles pour que j'apprenne une poésie. Donc c'était la chanter, c'était l'écrire 10 fois, c'était aussi, je me rappelle, ça avait été drôle, mais une fois j'en pouvais plus, je passais la journée à apprendre ma poésie, les 22 heures, j'essaie encore d'apprendre toujours la première phrase de la poésie. Et ma mère a une idée où elle se dit, tiens, pendant qu'elle dort, pourquoi je lui lirais pas la poésie, tu vois ? Elle était déterminée. Ouais, elle s'est dit, il faut que ça rentre. Et c'était toujours pas rentré. Donc, donc... c'est un peu le truc de mémoire auditive, mémoire photographique, elle essayait différentes... Ça doit être difficile. Comment tu l'as vécu ? Parce que de ce que tu me décris, en fait... c'est pas l'entraînement qui permettait de changer quoi que ce soit. C'était juste, ça se passe dans ta caractéristique de ta façon d'apprendre, quoi. Complètement. Moi, je trouve que ça s'est fait par un déclic. Le jour où j'ai vraiment eu confiance en moi, j'ai plus eu peur du regard des autres. Parce qu'il faut savoir que aussi dans la lecture, j'avais des problèmes à bien lire. Et j'avais la trouille. Concrètement, j'avais la trouille de lire, j'avais la trouille de devoir montrer au professeur ce que j'avais dû apprendre et que je ne savais plus montrer. Donc, la trouille contribuait au fait que j'oubliais encore plus vite. Et ça, c'était la cata. Donc, le jour où je me suis dit, tiens, de toute manière, je suis dyslexique, il y a des choses que j'apprendrai plus vite et des choses que j'apprendrai moins vite. Parce que si tu te rends compte que quand tu es dyslexique, tout ce qui n'est pas important à retenir, tu retiens. Je peux chanter toutes les chansons que j'écoute tous les jours par cœur. Je les écoute une fois, je m'en rappelle. En revanche, chorégraphie de danse, ça rentre pas. Donc, je ne sais pas. C'est sûrement aussi un choix, tu vois, un peu inconscient. Mais voilà, je pense que la trouille a beaucoup contribué au fait que ça se passait pas bien. Une fois que c'est passé, d'un coup, je commençais à beaucoup mieux apprendre. Alors, c'était pas encore du 100%, mais c'était déjà 60%. Et je trouve qu'avec le temps aussi, c'est pas que la dyslexie s'en va, mais c'est en tout cas, elle s'atténue beaucoup. Tu vois. D'accord. Elle s'atténue beaucoup. Parce que de toute manière, lire devant tout le monde et mal lire et qu'on rigole de toi, c'est fait. Ouais. Toi, ça, et c'est puis, fait. t'as plus trop de raison de le faire à 26 ans, quoi. Complètement. Tu lis pour toi. Complètement. Donc, mais ça, c'est vrai que ça doit être vraiment difficile quand même. Enfin, je pense il y a plein d'enfants. Oui, c'est ça. Mais plein d'enfants. Ne serait-ce que... Enfin, tu vois, qu'on le soit ou non, le fait que des professeurs, donc des sachants, donc des personnes que tu admires et que tu respectes... te caractérise ou te définisse comme étant quelqu'un de pas capable, d'incompétent, ça, je pense que ça laisse des traumas, quoi. Des tu vois, après, en fait, est-ce que je suis assez bonne ? Alors, ça peut être un moteur. Je sais pas si toi, tu l'as pris comme ça, en mode, je vais leur prouver que... mais comment t'as fait pour que ça ne te décourage pas ? Parce qu'en fait, t'aurais pu te dire... je sais pas, ils ont raison, je suis bonne à rien, allez, ciao. Je me suis dit que j'étais bonne à rien de nombreuses fois. Mais j'avais toujours quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait «
ouais, mais t'as un truc, tu vois. Et je sentais que j'étais contente de sentir que j'avais un truc parce que moi-même, je le voyais, tu vois, que j'avais un truc. Et je me disais, je suis pas comme les autres. Tu vois, toutes mes copines, chez elles, elles écoutaient de la musique classique. Moi, je rentrais chez moi, je mettais Sean Paul. Et je faisais des chorégraphies sur Sean Paul. Donc déjà, je me disais, il y a un truc, tu vois, qui est déjà... Alors, est-ce que c'est le fait d'être dyslexique ? Non, c'était juste propre à moi. Et je me disais, tiens, j'ai ce truc propre à moi, je sais pas où est-ce que ça va m'emmener, mais je pense qu'il y a un moment où il faut se dire, il faut avoir confiance. Et je croyais aussi un petit peu à, si quelque chose ne se passe pas bien, il y aura toujours quelque chose derrière. Et c'est là où voilà, à l'âge de 12 ans et demi, chaque année, on a un examen et on sait si on reste ou on part de l'opéra. Et dans cet examen, je danse pas très bien, je suis un peu à côté de la plaque, je suis hyper impressionnée par la longue table avec tous les jurys qui te regardent mais sans sourire et qui sont tous des stars de la danse. Je panique, je danse mal et là j'apprends que je suis renvoyée. Et là je fonds en larmes. Je me dis tiens, ça je m'y attendais pas du tout. Alors que j'avais des bonnes notes pendant l'année, enfin en tout cas... dans la moyenne, et je rentre chez moi et je fonds en larmes, alors que tu vois, à ce moment-là, j'aurais pu me dire, tiens, c'est bon, on arrête. On arrête complètement. Et en fait, pas du tout. Je me suis dit, il va y avoir une solution. Il va y avoir un truc qui va faire que ça va rebondir, j'en suis sûre. Mais à la fois, voilà, là, je te dis ça après coup, mais évidemment, j'ai pleuré pendant 2 semaines. J'étais au bout de ma vie, je voulais plus entendre parler de l'opéra. J'ai fait 1 an ensuite... dans une école qui m'a un peu, tu vois, pris en selle pendant l'année en plus, qui s'est occupée de moi, qui m'a vraiment aidée et donné, tu vois, un coup de niaque. Je représente l'opéra à 13 ans et je suis réintégrée à l'opéra. Et là, je me dis, génial, coup de poker, trop cool. Et ensuite, je comprends que ça va être bientôt le moment de gagner sa vie et de rentrer en compagnie. Et c'est là où, grand bouleversement dans ma vie, tous les rêves que j'avais, en me disant, oui, si un jour je suis danseuse étoile, je voyagerai dans le monde entier, je travaillerai avec les plus grands chorégraphes du monde, je pourrais raconter un petit peu mon métier aux enfants, je pourrais à la fois donner des cours et chorégraphier, et évidemment bien gagner ma vie aussi. Et en fait, il s'avère que c'est pas du tout ça, Danseuse étoile, en fait. Surtout maintenant. Alors, il y a 50 ans, c'était ça, mais aujourd'hui, ça l'est plus. Donc, qu'est-ce qui a changé ? Plein de choses. Il y a l'aspect financier qui a changé. Le fait que, je pense aujourd'hui, comme les danseurs dansent tous les soirs, ils n'ont pas le temps de pouvoir accéder à d'autres projets et prendre le temps de les faire. Et les tournées, évidemment, aujourd'hui, il y en a moins, quoi. À l'époque, la danse était en top du top de ce que c'était, tu vois. Et aujourd'hui, vachement moins, parce qu'il y a moins de médiatisation et que les gens, tu vois, la danse, tu vois, la danse, elle est quoi. Plus médiatisée sur TikTok, quoi. Complètement. Sous une autre forme. Voilà, ouais. Mais moi, tu vois, je trouve ça bien. Oui, ouais. C'est sûr. En fait, peu importe, tu vois, qu'on danse bien ou qu'on danse mal, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est que les gens soient heureux et trouvent quelque chose à partager. Et je trouve que la danse, c'est du partage. Tu vois, ça s'adresse à quelqu'un. Même si tu peux danser pour toi, ça s'adresse à quelqu'un. Et moi, j'adore me dire qu'aujourd'hui, la tendance, quoi, c'est de danser. Non, c'est vrai que ça démocratise énormément la danse, ça la rend plus accessible, donc moi c'est ça que je trouve génial. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que souvent quand il y a une innovation, c'est au détriment d'une... Des professionnels pas des professionnels, mais en tout cas d'un autre, là en l'occurrence d'un autre type de danse qu'on met un peu au placard, c'est-à-dire que la danse classique, sur TikTok, elle fait pas... Bien sûr, elle est pas vraiment existante. Voilà, c'est alors ce qui est le plus mis en avant. Alors que la danse classique, c'est la racine. Après, voilà, est-ce que c'est le jeu, entre guillemets, c'est des cycles. Bon, pendant 50 ans, c'était la danse classique. Maintenant, c'est beaucoup plus les danses urbaines. Enfin, moi, j'adore ça aussi. Donc c'est... En tout cas, je suis contente que ce soit on n'ait pas attendu, enfin, en tout cas, que vous n'ayez pas attendu qu'on vienne vous chercher, comme c'est le cas à l'opéra. En fait, là, sur TikTok, les gens se sont dit, moi, je danse.
et voilà ce que je fais. Et en fait, je vais pas attendre que quelqu'un me choisisse, que je passe un concours. Je vais juste m'exprimer. Et puis, si ça plaît à des gens, et ben tant mieux, quoi. Ouais, et puis ça lance des carrières aussi. C'est Ouais, comme ça carrément. qu'on se fait repérer. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, je trouve que quoi qu'il arrive, même si évidemment c'est la danse urbaine qui est la plus mise en avant, parce qu'en plus il faut danser sur des musiques, tu vois, rap, trap, hip-hop, etc. Et R&B, moi j'aime bien aussi le fait que ça remettre à la mode, tu vois, des classiques. Aujourd'hui, je trouve que ça permet aux jeunes, tu vois, de découvrir des grands classiques. Autant, parfois, il y en a sur de la musique classique, il y en a sur plus de la musique, tu vois, années 90, Coolio, tu vois, tous ces artistes, finalement, que connaissent pas tant que ça la nouvelle génération. Donc, je trouve ça bien. Après, je pense, tu sais, c'est un effet de mode, la danse. Donc, il y aura toujours un moment où on mettra plus en avant un style de danse plutôt que l'autre. Et voilà. Sûr. Ouais. C'est sûr. Et puis, moi, quand j'étais ado, c'était la mode des films de danse. Bah ouais, c'est ça. De danse urbaine, tu vois, Ouais. et qui ferait fureur aujourd'hui avec TikTok. Et en fait, à l'époque, je devais convaincre mes potes de venir avec moi les voir, les step-up, tu vois. Ouais, c'était J'avais génial. ma fidèle sœur jumelle qui venait avec moi, mais personne voulait les voir. Ouais, je comprends. Putain, mais vous passez à côté de quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, comment tu vis ces années-là de préadolescence et d'adolescence ? Est-ce que déjà, tu as des amis dans le système classique, on va dire ? Et c'est fou, quoi, à t'entendre parler qu'à 13 ans, t'es déjà en train de réfléchir à comment tu vas gagner ta vie. C'est pas du tout des considérations qu'on a normalement à 13 ans. Comment tu vis cette adolescence ? Est-ce que t'en as une ? Pour moi, en fait, moi, je sentais que, oui, je vivais mon adolescente. Pour moi, j'étais une petite fille normale, tu vois. Parce que aussi, je ne voyais pas ce que c'était les petites filles, tu vois, qui ne vivaient pas, ce que je vivais. Donc, pour moi, je vivais mon adolescence. Je m'entendais pas bien avec les filles. Ça, c'était très dur parce que... Oh, de manière générale, quoi. De manière générale, je m'entendais pas très bien avec les filles. J'avais peut-être une ou deux copines, mais je m'entendais beaucoup mieux avec les garçons. Parce que, voilà, en classe de danse, j'étais la nana qui ne retient rien. Donc, bête. Qui donne bête, donne pas de copine aussi, tu vois. Ça va très vite. Et puis, dès que les profs... commence à faire des remarques devant les autres, tu vois, c'est vrai, se positionnent. Il y a une forme de compétition. C'est ça, et puis ils se positionnent par rapport à ce que le prof a dit, et la compétition de chaque année, tu peux être renvoyé. Donc ça a été super dur. En plus, j'étais interne, donc je vivais dans le bâtiment à Nanterre, et je m'en prenais vraiment plein la gueule. Donc mes parents étaient au courant, ils me disaient rentre, deviens externe. Donc je suis devenue externe, et le fait d'être externe déjà m'a beaucoup aidée à me dire ok, j'ai la vie dans le pôle à Nanterre, à l'opéra, où j'apprends la danse et à école aussi le matin, et ensuite c'est à la maison, et c'est à ce moment-là où je suis devenue externe. J'avais dit à mes parents, la deuxième fois où je rentrais à l'opéra, je veux un chien. C'est mon rêve, je veux un chien. Et je me disais, voilà, après ma journée, je rentre retrouver mon petit chien, quoi. Pour moi, c'était ça ma vie, mon petit chien. Pourquoi avoir des amis quand on peut avoir un chien ? Mais c'est ça, tu vois. Et il est fidèle, lui. Donc, tu vois, vraiment, je me rappelle que ça a été très compliqué. Et aujourd'hui, je dis pas que j'ai oublié toute cette partie-là, mais en fait, je pense que quand les choses sont trop dures, tu vas les occulter un peu d'une certaine façon, tu vois. Et aujourd'hui, évidemment, je garde un mauvais souvenir de toute la partie relationnelle avec certains professeurs et avec certaines filles. En revanche, ce que je trouve très bien, c'est qu'on emmène les enfants et on les amène à devenir matures. Et ça, je trouve ça génial parce que ça apporte une éducation à l'enfant. Et aujourd'hui, tu ne peux pas, je trouve, réussir dans ta vie si tu n'as pas des bases solides sur ton éducation. C'est-à-dire le travail, la puissance aussi de ce que tu vas créer dans ton travail et de ce que tu vas emmener aujourd'hui. Si tu veux, ça t'amène aussi plein de cordes à ton arc. Donc le travail, c'est le plus important. L'effort, la rigueur. Ouais. Et c'est vrai que le sport, ça amène ça à fond. C'est vraiment... les enfants sont autonomes. Très tôt, quoi. Ouais. Et puis, ils attendent leur performance physique. Donc, ils sont plus à penser aux performances physiques que, tu vois, aller en soirée le soir. Moi, après l'opéra, évidemment, j'ai un peu ouvert la caverne d'Ali Baba sur les clubs, tu vois, tout ce milieu-là. Je me rappelle même, tu vois, avoir un Grills
au milieu. D'un coup, je suis partie en mode... pas trash, mais j'étais plus du tout dans ce petit truc, la petite ballerine. Les codes Non, j'avais les cheveux noirs, je me teignais les cheveux, j'avais le grills, j'avais du make-up, tu vois, ne plus en pouvoir. J'achetais les bodys en latex, attention. C'était quand ça ? J'avais 19 ans, donc c'est l'année où, en fait, c'est juste l'année quand je reviens de l'Opéra de Bordeaux, parce qu'après mon cursus à l'Opéra, j'ai un contrat à l'Opéra de Bordeaux. Je fais le Lac des Cygnes là-bas avec le corps de ballet pendant 1 an et demi. La vie ne me plaît pas, l'ambiance ne me plaît pas et je décide en fait quand tu as un premier contrat, tu dois faire une deuxième audition pour avoir ton CDI. Je décide de ne pas faire la deuxième audition et de rentrer à Paris. Sans nouveau contrat de danse, en me disant bon bah je retrouverai un autre. Et puis j'avais envie de faire plein d'expériences, tu vois, personnelles. Et c'est là où bah voilà, je commence à voir les clubs et je me dis bah, en fait c'est un truc de malade, ça danse, tu vois. Et je rencontre plein de danseurs hip-hop, je rencontre plein de danseurs voilà qui m'apprennent des nouvelles choses sur mon métier. Et là, je me dis, ça, c'est méga important. J'ai besoin de savoir ce que c'est vraiment la danse. C'est pas que le ballet, c'est pas que une certaine façon de travailler, comment eux, ils font. Et c'est là où je me dis, ça, c'est intéressant, c'est un bon moment dans ma vie, tu vois, de découvrir tous ces gens qui sortent le soir et qui vont s'entraîner et qui en profitent pour aller en club et danser. Et moi, je me rappelle, tu as assisté à des battles de danse de malades. Il y a des battles de danse à Paris dans les clubs. Ouais, bien sûr, j'en ai déjà vu. Films. Bien sûr, bien sûr. Et je voyais ça et j'étais là, wow, et moi j'étais à l'Opéra de Paris, il n'y avait pas du tout ça, il n'y avait pas cet esprit, tu vois, de show en fait. Je trouve que parfois le ballet ne t'amène pas dans ce côté show-off. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Tu vois, là, je me rappelais de la petite Victoria qui écoutait Sean Paul et qui faisait son show, tu vois, dans le salon. Donc je découvre un peu tout ça. Ensuite... j'ai de nouveaux contrats dans des compagnies, donc j'en fais plein. Je pars à Monaco, je pars à Stuttgart, je pars à Madrid. Enfin voilà, je voyage énormément. Je voyage aussi à Novosibirsk, en Sibérie. Donc la grande expérience. Et est-ce que c'est ce que tu imaginais tu vois, à la fin de tes études, à la fin de l'opéra, est-ce que quand tu commences à danser dans des compagnies, c'est ce que tu imaginais quand tu étais plus jeune ? Pas du tout, parce que en fait, tu es toujours considéré un peu comme un élève, en fait. Moi, je me suis dit, tiens, je rentre dans le monde adulte. Et en fait, il y a toujours ce rapport entre les coachs et l'élève, malgré le fait que tu es majeur et qu'aujourd'hui, bah, tu fais ça pour gagner de l'argent. Il y a toujours ce truc d'élève, tu dois correspondre à tout. Tu dois correspondre à tout. Tu dois être dans les rangs, tu vois. Et ça m'allait pas. Et plus j'ai grandi, plus je voyais, je me disais, oh là, oula, ça me convient pas, je dors plus la nuit, je me réveille le matin, je suis hyper stressée. Voilà, je voyais que c'était pas l'univers en fait où il fallait que j'aille. Et je me suis dit, bah, comment on fait quand on rêve d'être danseuse classique et que les compagnies, tu vois, ne marchent pas et que ça correspond pas aux attentes, etc., etc. Donc, tu avais toujours ce rêve. Ouais. T'as jamais eu envie d'abandonner ou de changer de voie ? Non, parce que, tu vois, je mangeais danse, je me levais danse. Et aujourd'hui, tu vois, ce que je trouve intéressant que j'avais pas avant, c'est que aujourd'hui, je ne me considère plus... pardon, c'est pas vraiment je ne me considère plus. C'est plutôt aujourd'hui, je ne suis pas une fille qui est une ballerine. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas cette identité-là. Je suis une femme qui est passionnée par la danse, mais je ne suis pas la danse. Et ce que j'ai créé avec toutes ces années, tu vois, de travail, etc., m'ont permis de comprendre que j'ai ma propre identité hors de la danse. Il y a Victoria, il y a la danse, et il y a Victoria qui danse. Et c'est 2 personnes totalement différentes. Et c'est vrai que je me rendais compte que dans les compagnies, on racontait aussi beaucoup des histoires tristes, que c'était toujours le cygne qui meurt ou la princesse qui n'a pas le chéri, nanana. Et je me disais, tiens, moi qui suis une nana, tu vois, plutôt joyeuse, j'adore, tu vois, tout l'aspect triste et tout, ça monte en émotion, je trouve ça magique, mais... Je me disais, mais ça manque d'un truc un peu fun, un peu drôle qui attire les gens. Tu vois, il y a pas tant de personnes que ça qui viennent nous voir danser dans les opéras. Donc, à ce moment-là, je me retrouve à revenir sur Paris à la fin d'un contrat à l'étranger et de commencer tout doucement à
poster des vidéos sur les réseaux sociaux. Et là, on est en quelle année ? Et là, on est, il y a 4 ans. Donc 2019. Ouais, exactement. Je rentre à Paris 2018, en 2019, c'est ça. Et je commence à mettre un petit peu des vidéos et aussi mes vidéos, tu vois, de performance en scène. Et je commence à être contactée par des marques, des événements pour faire des performances. Et je me rends compte qu'aussi l'aspect financier est extrêmement intéressant en fait. Et je dis waouh, ok, essayons. Donc je suis appelée à faire, en plus à ce moment-là, gros coup de chance, campagne mondiale pour la marque Issey Miyake, tu vois, grand moment. Et je me dis mais c'est génial, c'est tous les jours faire quelque chose de différent, tous les jours être dans la création, tous les jours être pas déboussolé mais être dans l'action de qu'est-ce qu'on va faire, il faut que ça aille vite, il faut que ça corresponde. Je me suis dit mais ça y est, c'est ça que j'aime. Mais après, à quel moment, tu vois, je me suis dit à quel moment je vais en avoir suffisamment régulièrement pour pouvoir en vivre de manière sereine. Exactement. Et petit à petit, j'ai commencé à créer de plus en plus de choses, à chorégraphier, à performer. Donc ça a commencé à me créer mon réseau, plus le fait de commencer à être suivie sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à avoir de plus en plus de boulot. Et aujourd'hui, je vis de ça, c'est-à-dire de danser pour des performances et de créer aussi des performances à travers la chorégraphie et tout le côté entrepreneuriat où en fait je vais être dans la création, de créer à la fois des concepts par rapport à une marque qui me donne envie de travailler avec eux et qui est en rapport avec ce que je fais, et aussi tout l'aspect drôle. Donc aujourd'hui, j'essaie vraiment d'amener la danse classique, tu vois, d'amener en fait des nouveaux codes. Ce n'est pas de les casser, mais d'amener des nouveaux codes à la danse classique et de montrer que la danse classique, ça peut être ludique, drôle, fun, et on peut l'amener dans plein de situations différentes, tu vois. Tu connaissais quelqu'un qui faisait ça avant que tu non. postes sur les réseaux ? Non, du coup, j'ai eu super peur quand j'ai commencé. T'as eu peur de quoi ? De faire n'importe quoi. Je me suis dit, tiens, il n'y a personne, il n'y a aucune ballerine en freelance, tu vois, qui partage ses créations. Et vraiment, j'étais flippée. Mais parce qu'en plus, je crois que tu me disais que tu as commencé à prendre des contrats quand tu étais... Enfin, tu as commencé à faire des collaborations quand tu étais un peu encore dans des compagnies. Ouais, j'en ai eu peut-être, tu vois, 2-3 par du bouche à oreille où on me disait oui, il y a une performance, on veut des danseurs. Et puis parfois, ça arrive aussi qu'on démarche les compagnies pour leur dire, voilà, dans la compagnie, est-ce qu'on peut vous prendre 2-3 danseurs pour qu'ils fassent une performance pour un de leurs partenaires. Donc, j'avais déjà fait 1 ou 2 expériences et ça m'avait vachement plu. Et tu t'es pas dit, là... t'as retrouvé ce côté de la scène que t'aimais, d'avoir tous ces regards arrivés sur toi, et t'as pas eu cette peur du jugement face à en fait des personnes que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, quoi. C'est un peu ça le jeu des réseaux aussi, quoi. C'est vraiment en fait, tout le monde peut être amené à juger ton travail, comme quand t'étais sur la scène à 12 ans et demi et que t'as flippé. Moi, en tout cas, là je te parle pour moi, je vais avoir 1000 fois plus la trouille que ça soit des gens que je connais que des gens que je connais pas, tu vois. Et pareil, quand j'étais petite, je suppliais mes parents de pas venir me voir danser parce que ça me flippait. Quand c'est des gens que tu connais pas, tu t'en fiches. C'est vrai. Concrètement. Mais quand c'est des gens que tu connais, c'est là où c'est un peu stressant. Donc le fait que ça soit par des gens que je ne vois pas, que je ne connais pas, et tu vois, et que voilà, tout simplement, j'avais pas de rapport avec eux. Franchement, aucun problème. En revanche, quand c'était des gens plus proches qui me disaient « Ah, j'ai vu ta vidéo », j'étais « Oh, oui, ok. » Et alors t'en as pensé quoi ? Tu vois, ce truc-là. Tu préfères le côté anonyme presque. Ouais. Et comment tu gérais le stress, justement, quand t'étais, et peut-être encore maintenant, mais comment tu gères ce stress Ce qui est difficile avec la performance, je trouve, c'est que, tu vois, c'est pas comme... je prends ce que je connais, moi je peux écrire et je peux effacer, et je peux réécrire ou refaire un take de vidéo. Toi, t'as un moment et c'est tout. Et t'en as pas 2, quoi. Comment tu fais pour apprivoiser cette peur-là ? C'est dur, alors ça se fait aussi avec le temps, mais moi je me rappelle vraiment avoir des grosses crises de stress, tu vois, aller 8000 fois aux toilettes et avoir envie de faire pipi, mais non-stop jusqu'au moment où je rentre sur scène. J'étais tellement terrorisée que j'en ai parlé un peu avec mes parents en disant j'aimerais bien trouver une méthode, soit par la sophrologie, soit par l'hypnose, parce que je m'étais un peu renseignée déjà.
J'ai fait de la sophrologie pendant 2 mois. En fait, à chaque séance, je m'endormais. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça, on laisse tomber, parce que le but, c'est pas que j'apprenne à m'endormir sur scène. Et ensuite, j'ai fait de l'hypnose. Et c'est là où, en fait, ça a vraiment bien marché sur moi. Donc, c'était de l'hypnose ericksonienne. Et on faisait vraiment des points d'ancrage en disant, donc, au moment, en fait, où tu rentres sur scène, tu es à ta place et tu es dans ton cercle lumineux qui fait que tu es protégé quoi qu'il arrive. Et ce truc-là m'a défait de toutes les angoisses que je pouvais avoir. Alors, évidemment, j'ai encore tu vois, avant de monter sur scène, je suis toujours un petit peu stressée, ce qui est normal. Mais il faut que ça reste sain. C'était ça. C'est quoi la différence avec la visualisation ? En fait, si tu veux, la visualisation, tu es plutôt dans le rapport de la projection. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu es dans la visualisation, tu vas te créer ton univers. Alors que l'hypnose, ça crée un point d'ancrage qui fait qu'à n'importe quel moment, si tu appuies dessus ou si tu l'enclenches par la pensée, il va se faire tout seul et tu n'auras pas besoin de rester dans la concentration de ce point d'ancrage, parce qu'il sera là. Évidemment, ça se travaille, c'est pas du premier coup tu crées un truc et le truc est là à vie, pas du tout, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Évidemment, il y a des moments où ça marche un petit peu moins parce que si les conditions sont différentes et que t'entends dans le public que les gens parlent à fond, donc du coup ça te stresse, et parfois t'entends que les gens parlent pas du tout, donc pareil, ça peut te stresser, et voilà. Et puis aussi la magie de la scène fait qu'il se passe toujours quelque chose de différent. Donc parfois, ça peut être, tiens, j'ai levé le bras, il y a la moitié du tutu qui s'est déchiré comme ça, donc la cata, peut-être que j'ai un sein qui peut sortir, ou la pointe, elle est pas... Enfin, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir l'élastique de ma pointe qui s'arrache et de devoir, tu vois, continuer à danser pendant 1 ou 2 heures avec le ruban arraché, quoi, et d'être en panique totale. Donc là, ça pète complètement, tu vois, ton point d'ancrage. Hein. Là, il n'y en a plus du tout. C'est sauf qui peut. Mais c'est le mode survie, là. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi, ça m'a vachement aidé vraiment à canaliser le stress, à me sentir aussi, tu vois, mieux dans mes baskets, et d'avoir aussi conscience que la danse, c'est de la danse. Tu vois, Enfin, je me rappelle petite, je me disais, c'est un truc de malade, ça prend toute ma vie, c'est mon monde, tu vois, c'est mon eau. Pas du tout, tu vois. C'est de la danse. Ça, c'est très fort, je trouve, que tu aies réussi à te désidentifier à ta pratique. T'as commencé à 6 ans, t'as étudié ce domaine-là toute ta vie, et que tu arrives à tenir ce discours-là, je trouve ça très fort. Est-ce que tu as eu une pratique, une méthode spécifique pour y arriver ? Non, en fait, je pense que c'est juste par pure réflexion où je voyais plein de danseuses qui se prenaient, tu vois, au sérieux, quoi. En fait, je me suis dit, c'est normal qu'elles se prennent au sérieux. C'est normal parce que, voilà, il y a beaucoup d'enjeux, etc. Et en fait, c'est plutôt en apprenant, tu vois, d'où venait vraiment la danse. Je me suis dit, ça vient d'où, en fait, tu vois, la danse, etc. Et en fait, j'ai appris que la danse, à la base, c'était des gens qui dansaient pour demander au ciel du soleil et de la pluie pour que ça fasse pousser les moissons, le blé, etc. Donc ça vient de là, la danse. Et je me suis dit, il y a ce côté prière et à la fois il y a ce côté, tu vois, enjoué, où on essaie de demander et d'être heureux et on le fait en collectif. Donc ça va pas plus loin que ça. Aujourd'hui, on en a fait un truc énorme et c'est normal quand tu as le bec dedans, tu t'imagines que c'est toute ta vie. Et oui, moi aujourd'hui, c'est toute ma vie, mais en revanche, ce n'est pas le centre de ma vie. Et ça, c'est très différent. Donc voilà, après, évidemment, je suis extrêmement attirée par tout ce qui est autour de la spiritualité, on en avait déjà parlé, et voilà, je suis toujours à l'affût de découvrir de nouvelles choses sur moi, et de découvrir de nouvelles choses qui peuvent surtout m'apporter à la fois en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant que chorégraphe, et voilà, et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de continuer, tu vois, toute cette nouvelle un peu carrière, tu vois, hybride autour de la danse. J'ai vraiment envie de pouvoir continuer à créer et aussi à faire rire les gens, tu vois. J'ai vu récemment que Céleste Barber, elle avait partagé une de tes vidéos. Juste là, putain, drôle, hein. You go girl. Ouais, merci. En même temps, c'est ça qu'elle est très drôle, la vidéo. C'est excellent, franchement, je m'y attendais pas du tout. Et elle m'a fait un petit message en me disant, est-ce que tu me laisserais l'utiliser ? Je lui ai dit, ouais, vas-y. Et voilà, je me suis dit, tiens, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça lui a parlé, tu vois. Et elle s'est dit,
En fait, c'est tellement deux univers qui n'ont rien à voir. À ce moment-là, en plus, c'était une vidéo de tennis, donc c'est une danseuse qui fait du tennis sur pointe. Et si tu veux, moi, je me suis dit, mais c'est hyper drôle. Et aujourd'hui, j'ai encore plein d'idées comme ça. Tu vois, là, j'ai vraiment réfléchi à 1 milliard d'idées. Maintenant, il n'y a plus qu'à les exécuter. Parfois, c'est le plus dur. Ouais. Et là, j'ai surtout, tu vois, j'ai un truc en tête, je vais te le raconter, mais je vois pas comment je pourrais réussir à le faire, mais je vais trouver un moyen. Et moi, j'ai vraiment toujours admiré Jean-Claude Van Damme, tu vois. Et il y a une vidéo où Jean-Claude est les deux jambes écartées sur un camion, et les camions s'écartent. Et Jean-Claude tombe en grand écart. Et ça, c'est un truc, c'est resté bloqué dans ma tête. Et je me suis toujours dit, si ça, je le fais pas une fois dans ma vie, eh ben, je vais avoir beaucoup d'amertume. Je sens que je vais avoir, tu sais, ça va me toucher à fond. Alors que la rancœur. Ouais, mais tu vois, c'est un truc de malade. Franchement, je vais me blesser, mais c'est dans ma tête et je vais le faire. Mais je pense que tu peux le faire. Hein. Déjà, c'est méga dangereux. Non, mais c'est méga dangereux. Mais moi, j'aime ce challenge à fond. Après, à voir si lui, il n'est pas assuré, assisté, tu vois, par des fils. Enfin, tu vois, c'est comme moi. Mais je crois qu'il n'y a rien. Rihanna, pendant le Super Bowl, je suis là, mais quoi ? Elle est enceinte, elle est tout là-haut, mais si elle tombe... Ouais, bah Louise, en fait, elle est attachée. Ah, alright. Donc ça va, ouais. Je pense que tu vas pouvoir trouver des moyens comme ça. Et puis si je me sens pas de le faire, je le ferai attacher, c'est sûr. Après, tu vois, j'avais fait des photos avec l'artiste JR où je suis en haut, tu vois, de la Bastille, suspendue par un partenaire qui me porte comme ça. Et tu vois, pareil, j'avais des câbles, donc ça me permettait aussi d'être plus confortable parce que j'avais la tête dans le vide, hein, concrètement. Et pareil pour la place Vendôme, il y avait énormément de vent, donc tu vois, quoi qu'il arrive, tu n'as pas l'autorisation de le faire sans le câble. Mais si tu veux, ça m'a fait un peu rentrer dans un truc de challenge par rapport à moi-même. Et tu vois, j'ai l'impression de me sentir forte aussi, de me dire, j'ai envie de me challenger de ouf. Je travaillais toute ma vie mon corps. Aujourd'hui, ça va me servir à exaucer mes rêves. Tu vois, et on en est là. C'est maintenant, on a passé, tu vois, toutes ces périodes de ma vie, de boulot, compliquées, pas des copines, pas l'endroit où je veux, à aujourd'hui, exaucer mes rêves. C'est un truc de dingue, tu vois. Ouais, parce que, est-ce que tu crois que c'est le fait d'aimer autant la danse qui t'a fait tenir ? Parce que de l'extérieur, je trouve ça un peu déprimant comme adolescence, tu vois. Bien sûr. Après, peut-être parce qu'aussi tu ne connaissais pas autre chose, mais bon, heureusement, tu avais des parents aimants, ça joue aussi, mais tu vois, tu es dans une école où, clairement, les gens sont pas sympas avec toi. Ouais. Tu as un stress. À l'école, tu sens que, tu vois, t'es pas dans le moule qu'ils aimeraient que tu sois. Tu sacrifies quand même tout. Hein, pour ta carrière, t'aurais pu faire une dépression. Hein, Complètement, mais en fait, je pense que ce qui m'a tenue, tu vois, c'est le fait d'y croire. Je sentais à l'intérieur de moi, tu vois, comme je te disais, ça bouillonnait. Ça bouillonnait et j'avais besoin d'exprimer le fait que qu'à l'intérieur de moi, il se passait des choses. Et mon langage à moi, en plus, c'est assez intéressant parce que la dyslexie fait que la lecture et parfois le langage sont plus compliqués. Et moi, j'ai trouvé une autre façon de m'exprimer, c'était à travers la danse. Donc, il fallait que j'exprime, tu vois, le fait de pas être heureuse, le fait d'avoir cette adolescence particulière, tu vois, vraiment dans une niche avec que des enfants qui sont formés à faire ça. De la danse, j'avais besoin de l'exprimer aussi, tu vois, ça. Et ça, il fallait la danse. Et ça coulait de sens. Et à quel moment la spiritualité est entrée dans ta vie ? Parce que je trouve ça un peu surprenant avec des parents psy. Ouais, très tôt. Ma famille est catholique, mes parents n'étaient pas très pratiquants. Moi, une fois que j'ai compris que la danse avait un rapport avec le divin, ça m'a vachement touchée. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir la foi de plus en plus, à me dire, en fait, quand je danse, il y a une forme de prière qui se fait parce que, on crée quelque chose, où on raconte une histoire, la musique, les mouvements, et puis tu vois, même sur le côté, tu vois, en Afrique, on voit les chamans qui font des rituels à travers la danse, et ça leur permet, tu vois, de partir en transe. La danse peut t'emmener dans une certaine transe, tu vois. Donc c'est là où je me disais, en fait, ce phénomène que j'ai rencontré, tu vois, à 6 ans, quand je te dis, ça a été extraordinaire, ma première scène, j'ai touché, en fait, ça. J'ai touché ce moment divin que je vais chercher toute ma vie sur scène. Et Dieu sait que tu ne l'as pas tout le temps, il n'arrive pas souvent. Mais tu vas continuer à le faire pour pouvoir le retrouver. Et c'est une connexion de malade. Alors, très honnêtement, je ne sais pas avec qui,
Mais en tout cas, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Et c'est aussi ça qui m'a permis de continuer tous les jours, tu vois, de pas tomber en burn-out et de pas m'arrêter et pas de me dire, bon, allez, tu sais quoi, la danse, ras la casquette, parce que Dieu sait que c'est ras la casquette. Je me suis dit, je sais pas, je sens ce truc qui me rend, tu vois, pleine de vie, quoi. Je sentais la vitalité. Est-ce que aujourd'hui tu la nourris d'une certaine manière, sa spiritualité, tu vois, que ce soit par des ouvrages, des représentations, des écoutes En fait, je trouve qu'il y a des moments où ça vient et des moments où ça s'atténue un petit peu. Donc, je trouve qu'en ce moment, je laisse beaucoup les choses venir. C'est quand j'ai envie, tu vois, d'avoir mon moment à moi et de faire une communion, une forme de prière, et ben, je le fais. Et si j'en ai pas envie, je le fais pas. Et si j'ai envie de m'intéresser à tout ce qui est autour de tout ça, tu vois, bah, je le fais. Et parfois, je le fais pas, quoi. C'est vraiment, tu vois, l'envie. Moi, j'adore l'écrivain Bernard Werber qui me fascine. Donc, c'est vrai que, tu vois, le matin, j'aime bien un peu me maquiller, me pomponner, faire les cheveux, le chignon. Bah, à chaque fois que je fais ça, je m'ouvre un documentaire où je regarde In Power. Bonne réponse. Bien sûr. Non, mais ce qui est vrai, surtout. Mais j'aime beaucoup, tu vois, écouter, par exemple, des interviews de Bernard Werber où il parle de sa vision, tu vois, il parle de la régression, il parle de tout ça. C'est hyper intéressant parce que je pense que ta vie est faite pour te découvrir et travailler sur tes talents et donner. Et ça, c'est les points les plus importants. Donc déjà, tu as besoin de te connaître, tu as besoin de savoir ce que vraiment tu as envie de donner et créer et ce que tu as envie d'apporter. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as gardé comme routine de tes années à l'opéra ? Alors, je continue toujours évidemment à m'entraîner. Donc, ça se passe à 11h30 du matin. Je suis à la barre, entraînement. Ça dure entre 1h30 et 2h, voire un peu plus. Si j'ai une performance, j'ai rendez-vous avec ma coach dans la salle à côté pour, pareil, 2-3 heures de training à travailler les variations et à les affûter. Si je n'ai pas de performance, je vais plutôt partir dans la création de quelque chose qui me plaît, que j'ai envie de faire, plutôt voilà, de filmer et de créer pour les réseaux sociaux. Et sinon, c'est par rapport à la chorégraphie où j'écris beaucoup. Et on me demande aussi beaucoup parfois mon avis ou que je vienne et chorégraphier totalement un projet. Et ça me prend vachement de temps. Tu vois. Et c'est quelque chose que tu aimerais développer Oui, complètement. Mais ça, tu vois, ça se fait tout seul et ça se fait aussi à travers plein de choses différentes. Là, on m'avait demandé de chorégraphier le festival de l'horlogerie et d'amener plein de danseurs. Donc voilà, je laisse vraiment les choses venir. Et je trouve qu'il ne faut pas être trop pressé. Tu vois. Je trouve que je dois encore comprendre exactement ce que j'ai envie d'amener dans la chorégraphie, ce que j'ai encore envie d'amener dans ma danse. Et voilà, tu vois. Je me sens pas pressée. Ouais. Non, mais on sent que tu as confiance aussi en la vie. Je trouve depuis le début, c'est assez fort. Faut arrêter d'avoir peur parce que c'est le pire, quoi. Et Dieu sait que j'ai eu peur, tu vois. Mais c'est ça que je trouve surprenant parce que moi, ma vision des choses, c'est qu'en fait, on choisit pas l'anxiété. Bien sûr. Et que, en fait, il y a des personnes qui sont de nature anxieuse et en fait, t'as beau leur dire de pas stresser, ils stressent quand même. Et donc, toi, je sais pas si, en fait, c'était du stress et pas de l'anxiété, donc t'as réussi à travailler dessus, ou si c'était de l'anxiété et que t'as aussi réussi, tu vois, à la dépasser. Mais je trouve, moi, je suis pas, je pense, un cas anxieux particulièrement développé, mais je sais quand même ce que c'est. Et parfois, t'as beau me dire. Mais arrête, je suis là, ok, passe-moi le mode d'emploi, tu vois. Bien sûr. T'as raison, ça dépend en fait de chacun. Mais si tu veux, si quelqu'un te dit, mais attends, Louise, ce qu'on fait, c'est du divertissement. Est-ce que ça vaut le coup que tu te flingues ta vie pour du divertissement ? En fait, moi, j'aime bien me dire que, tu vois, si tu es stressé, c'est parce que t'en fais toute une comète. Tu vois, et de redescendre la comète et de la prendre dans les mains et de te dire, mais attends... c'est du divertissement que je fais. Enfin, tu vois, nous ne gérons pas les plus grands problèmes de notre société, du monde. Tu vois, donc je me dis, tiens, si on posait ça à plat pour voir vraiment de quoi il s'agit et d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon et de se dire, ok, je pose ça à plat, on parle de divertissement. Qu'est-ce que j'ai envie d'amener là-dedans ? Et moi, ce que je fais, c'est du divertissement. Qu'est-ce que j'ai envie d'amener là-dedans ? Point barre. Parfois, je le fais bien, parfois, je le fais pas suffisamment bien, parfois j'ai envie de le faire différemment, parfois j'ai envie de mettre les 2 pieds sur un camion et de faire comme Jean-Claude Van Damme, tu vois. Et je me dis, je veux que
ça continue de me faire vibrer sans me tirer comme ça en train de me dire oh là là là. T'es pas censé subir, quoi. Non. Puis ça suffit, tu vois. J'ai l'impression qu'on subit tellement de trucs. Tout. Tu subis tout. Donc je pense qu'il faut vraiment tirer tout ça, redescendre à plat et de se dire attends, je pense que tu vois, on en fait 3 tonnes et qu'on se prend trop au sérieux. Qu'est-ce que tu subis et que t'aimerais plus subir ? Je dirais moi en fait je trouve que tout ce qui parfois me touche de l'extérieur va avoir beaucoup d'importance sur le côté émotionnel. Et je trouve que je voudrais aujourd'hui arrêter de subir, tu vois, des va-et-vient émotionnels et d'arriver à être plus tempérée. Alors, je sais que je commence à l'être, mais j'aimerais bien, tu vois, arriver à quelque chose de beaucoup plus stable et pas d'un coup, un truc méga cool qui m'arrive, wow, truc de malade, et un truc qui m'arrive moyen, oh, j'ai envie de pleurer, je vais mourir, c'est l'horreur, je veux plus sortir de mon lit, quoi. J'aimerais bien, tu vois, on tempère, on comprend, pas trop de up and down, mais bien sûr, tu vois, d'être dans un truc qui monte, tu vois, de plus en plus à vraiment garder une constance là-dedans. Constance émotionnelle. Ouais. Après, quand t'es artiste, ça va pas facile, hein. Mais il y en a qui disent, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais il y en a qui disent que c'est au contraire dans les moments les plus sombres qu'ils arrivent le mieux à créer. Pas moi. Ouais. Non, mais moi je trouve pas non plus. Mais alors je pense que ça dépend. C'est un peu l'image de l'artiste maudit, tu vois. Ouais. Mais Baudelaire en est un merveilleux exemple. Mais tu vois, ça, on parle un peu quand même d'une génération qui a daté. Oui, tu vois, aujourd'hui, la nouvelle vague d'artistes, je trouve qu'ils sont quand même relativement vachement joyeux par rapport à ceux d'avant et beaucoup plus, tu vois, ancrés et stables, hein, surtout stables. Voilà, je trouve que c'est vraiment important de se dire, de se connaître et de se dire aussi, bah voilà, moi, quand j'ai envie de créer, quand ça vient, je le fais. Tu vois, bon, bah si c'est dans un moment où je suis pas spécialement heureuse, ça viendra aussi à ce moment-là. Ça dépend de chacun, mais moi, j'aime bien le côté... En fait, quand je suis constante émotionnellement, c'est là où les idées me viennent. Et aussi, je trouve que souvent, les idées que j'ai, évidemment, c'est des choses, comme je te disais, qui me font pétiller, qui me font marrer. Et c'est là où j'ai envie, tu vois, de les créer. J'ai envie que ça me fasse rigoler. Parce que sinon, alors bien sûr, tant mieux si ça fait rire les autres et qu'ils découvrent le ballet et qu'ils se disent tiens, c'est génial ou c'est intéressant son approche, tu vois, face à ça. Mais je le fais aussi beaucoup pour moi. T'as eu un gros moment down récemment ? En fait, c'est plutôt les périodes, tu vois, où je suis submergée de boulot et où j'arrive plus trop à m'organiser. Tu vois, il y a des moments où j'ai tellement de trucs en tête, à la fois de la création, à la fois je me dis bah tiens, j'en fais pas assez. Tu vois, ça revient souvent. L'exigence. J'en fais pas assez, je pourrais en faire plus. Pourquoi tu regardes une série ? Pourquoi tu as envie d'allumer la console là, alors que tu pourrais, tu vois, travailler plein de choses ? Et puis même, moi, j'ai l'aspect physique. Attention, ma carrière de danseuse, ça s'arrête demain, entre guillemets, c'est à 40 ans. Donc, tu vois, je me dis, je peux toujours en faire plus. Et ça, parfois, ça me tire dans des downs. Et il n'y a pas très longtemps, tu vois, j'étais trop submergée, il y avait trop de trucs. Et je me suis un peu, tu vois, enterrée dans ce truc de, bon, bah, tu sais quoi, break, quoi, en fait. Tu vois, du coup, ça m'amène direct dans un break où je me dis, oh, attention à pas tomber plus bas que je pourrais, tu vois. Donc, je me dis, ok, break. Semaine, tu vois, que sur un peu Netflix, un peu de sortie, découvrir un peu de nouveaux endroits, voir des potes. Et on repousse un tout petit peu tout ça. Et après, on remettra la tête dedans doucement, step by step. Mais il faut rafraîchir le cerveau, ça, c'est clair et net. Ouais, tu dois être ton propre soldat. Ouais, et puis j'ai personne derrière moi, tu vois, Enfin, j'ai mon agent, mais évidemment, j'ai personne, tu vois, qui s'occupe de mes journées, tu vois. Donc, oui, c'est à personne moi. n'est dans ta tête. Voilà, en on plus, est freelance. Quoi, donc, on travaille à notre propre compte. Donc, c'est une rigueur. Hein. Tu penses parfois justement à l'après 40 ans ? Parce que ouais, ça arrive vite, quoi. Ouais. En fait, ça fait depuis très longtemps que j'y pense. Moi, j'ai toujours un peu anticipé tout. C'est un peu un compte à rebours qui part de la fin, quoi. Et en fait, alors, je suis pas dans un truc à me dire « Oh, j'ai hâte », mais je sens que ça va être encore quelque chose de nouveau. Tu vois, j'ai eu un peu deux phases déjà là dans ma vie. J'ai eu ma phase de formation en tant que danseuse avec les compagnies et travailler en tant que ballerine. Aujourd'hui, j'ai cette nouvelle phase d'entrepreneuse, chorégraphe, danseuse et qui me plaît. Et là, j'ai trouvé mon truc. Et je vais avoir cette troisième phase de ma vie. Est-ce que ça sera, tu vois, uniquement chorégraphié ? Est-ce que j'aurai envie de continuer à danser, mais peut-être plus dans le milieu contemporain ?
Tu vois, je me laisse en fait les portes totalement ouvertes. Ça se trouve, j'aurais envie d'être maman et ça sera comme ça et je serais tellement heureuse et je l'aurais vraiment, tu vois, décidé, j'en aurais eu envie. Donc voilà, je t'avoue que j'ai pas peur de demain. Au contraire, j'ai un peu hâte, tu vois, je me dis, il y a des nouveaux trucs qui vont venir. Et puis, je me connaîtrai encore mieux. Et puis, j'aurais peut-être envie de créer des choses auxquelles aujourd'hui, mais j'ai pas du tout pensé. Ou ça se trouve, enfin, tu vois, tout est possible, quoi. Tout est possible. Rafraîchissant. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à Victoria à 8 ans, quand elle vient d'entrer à l'opéra? J'aurais envie d'ores et déjà de lui annoncer qu'elle va en chier. Et qu'elle a grandi dans une famille aimante et joyeuse, et que c'est pas ce qu'elle va retrouver avec sa famille de la danse. Parce qu'elle pensait vraiment qu'elle allait rencontrer une nouvelle famille d'amour, et en fait, pas du tout. Et j'aurais bien aimé, tu vois, que vraiment on ait ces mots-là à ce moment-là, pour lui faire comprendre, attention, toi, tu vas être trop sympa, tu vas t'en prendre vraiment plein la gueule, et du coup, tu vas te braquer, alors qu'il faut juste que tu restes dans ta bulle, tu vois. Et que c'est pas toi le problème. Ouais. Est-ce que si tu avais une ressource à nous recommander, que ce soit un livre, un film, un ballet, Ouais. tu aurais quelque chose à recommander aux personnes qui nous écoutent? Alors évidemment, moi je vais tout de suite vous conseiller Le Lac des Cygnes, parce que je trouve que ça parle de plein de choses. Ça parle de l'état émotionnel de cette princesse qui est changée en cygne, qui a deux parties. Donc il y a un côté bipolaire. Elle est à la fois noire, sombre, sexuelle, violente, et à la fois ce signe pur. Et je trouve que dans une femme, tu as ce côté, tu vois, pur, juvénile, qui représente en fait ta jeunesse. Et tu as ce côté sombre qui représente plutôt le côté fort, le pouvoir, tu vois, la sexualité. Donc je trouve que ce ballet reste un des plus intéressants parce que vraiment il incarne chez la femme ces deux aspects qu'on a tout en nous, certains plus, certains moins, mais... Ouais, je trouve ça juste très dommage que le pouvoir et la sexualité soient représentés en noir. C'est comme si c'était le truc à... Enfin, ouais, ça rappelle un peu ce truc vilain petit canard, ouais. Bah, en fait, ça rappelle, dans la vidéo que j'ai fait récemment sur le romantisme et le fait que ce soit toxique, c'est ce côté, tu vois, on décrit les jeunes filles de bonne famille du 19e comme étant innocentes, ce qui veut dire vierge. Mais donc, en fait, que veut dire le fait d'avoir couché? C'est coupable? Bien sûr. Enfin, bref, cette dualité, je trouve, et j'imagine que le Lac des Cygnes, de toute façon, c'est à peu près la même période d'écriture. Hein, ouais. Mais... Ça, voilà. Pourquoi, ouais, pourquoi pas rouge? C'est sûr. Pourquoi noir? C'est sûr, mais ça représente aussi déjà un peu le vilain petit canard. Le vilain petit canard, attention, il est noir. Oui, mais justement, parmi tous les blancs. C'est ça. Pourquoi est-ce que le pouvoir serait en gros ce qui est à éviter? Ouais. Dans Black Swan, pourquoi le black c'est la méchante en soi, et si on pousse le trait un peu loin, c'est aussi la métaphore de la sorcière. Complètement. Pourquoi est-ce que la sorcière a été décrite avec ce type de physique très laide, très repoussante, très méchante, très aigrie? En fait, une sorcière au Moyen-Âge, c'était juste une femme qui avait du pouvoir et qui notamment avait le pouvoir de la médecine que n'avaient pas les autres, quoi. Exactement, ouais, je pense exactement pareil. Mais ouais, c'est vrai que voilà, bon, je suis d'accord, il est noir. Ça peut t'inspirer un Lac de Cygnes 2.0. Bah ouais, écoute, voilà, carrément. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est un ballet. Bon, déjà, les musiques de Tchaïkovski, elles sont absolument magnifiques, et ça berce, et tu vas là-dedans. Après, le ballet est long. Donc, je trouve que c'est bien de le regarder, tu vois, pas petite partie par petite partie, mais d'être prêt à se dire que tu vas avoir quand même presque 2h45 de ballet. Et voilà, je trouve l'histoire est belle, ça parle de deux parties, donc on peut se reconnaître là-dedans. Il y a le prince, il y a, tu vois, le méchant sorcier. Est-ce que finalement, elle n'est pas un peu plus attirée par le sorcier ? Tu vois, qui est un peu plus peut-être excitant que ce prince, tu vois, qui est parfait. Donc, tu vois, si tu creuses vraiment à l'intérieur de cette histoire, il y a plein de trucs. Profonds. Ah ouais, il y a plein de trucs. Donc voilà trop mon chouette conseil. Et si tu pouvais entendre quelqu'un sur In Power, qui est-ce que tu aimerais entendre? Bernard Werber.
Il fait quoi déjà, il est Bernard Werber, il est écrivain. Et il est conférencier. Il parle beaucoup de l'hypnose, de la spiritualité. Et je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Et j'adore aussi, si je peux me permettre de rajouter une deuxième personne, bien sûr. j'aime beaucoup Amélie Nothomb, que je trouve passionnante, brillante, mais brillantissime même. Il n'y a pas de mots. Je trouve cette femme fascinante. Et elle, tu vois, elle n'est pas rentrée dans les dictates qu'on impose aux femmes. Carrément. Donc Carrément. voilà, je trouve c'est vrai, elle est très mystérieuse, donc je serais Ouais. curieuse aussi d'en savoir plus sur elle. Bah écoute, trop cool Victoria, je vais te poser Merci, la Louise. dernière question. Pardon, tu la pardon. connais normalement. La question signature. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Prendre le pouvoir de sa vie aujourd'hui, je dirais que c'est avoir le contrôle, avoir le choix et avoir l'autonomie de se sentir à sa place et d'avoir le droit d'être à sa place. C'est ça, aujourd'hui, que ça représente pour moi. Super. Bah écoute, merci beaucoup Victoria d'être venue sur InPower. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent voir tes vidéos, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? On peut trouver mes vidéos sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok, et je présente aussi toutes mes chorégraphies dessus, mon travail, mon actu. Et voilà, c'est Victoria d'Auberville, tout collé. Tout collé. Voilà. Bah écoute, je mettrai ça dans les notes du podcast. Et puis bah, j'espère à très vite. Merci Louise, à très vite.